Les manifestations en Albanie, ça n'a pas pu vous échapper. Contre un projet de complexe hôtelier luxueux initié par Donald Trump et Jared Kushner, la population albanaise s'est massivement mobilisée ces dernières semaines pour protester contre un projet autant écocidaire qu'impérialiste. Mais la situation est peut-être bien pire que vous ne le pensez, car l'Albanie n'est pas le seul endroit où la population se mobilise contre le même type de projet. À Ostuni, dans les Pouilles, c'est Bill Gates qui voudrait avoir son petit hôtel de luxe. À Calafinanza, en Sardaigne, les militants indépendantistes et anticoloniaux sont aussi mobilisés pour protester contre toujours le même type de projet. Et ces projets mettent à la fois en danger la flore et la faune locale, dénaturent les paysages et créent des phénomènes de surtourisme et aussi dépossèdent les populations de leurs terres. Et pendant ce temps, les États et l'Union européenne laissent faire. Business is business, sans doute. Est-ce que le sud de l'Europe et la Méditerranée sont destinés à devenir le Disneyland des ultra-riches ? Que faire pour lutter contre ces projets mortifères ? On en parle tout de suite avec l'eurodéputée France Insoumise, Emma Fourreau. L'entretien d'actu, c'est tout de suite. Bonjour Emma. Bonjour. Merci beaucoup d'être venue sur ce plateau. Avant de commencer cet entretien, juste ce petit rappel, il est nécessaire, il nous manque à peine 100 donateurs mensuels pour atteindre les 5000 et assurer aux médias une relative stabilité financière et, dans l'attente de la réponse de l'Arcom, nous assurer un socle financier et communautaire solide. Alors n'hésitez pas, rejoignez l'aventure en allant sur capsurdicap.lemediatv.fr. Voilà, désolé pour ce petit halus. Maintenant, on peut vraiment commencer cette discussion. Donc, Emma Fourreau, vous êtes allée directement en Albanie pour voir un petit peu ce qui se passait. On a pu voir différentes images montrant des manifestations massives, aussi massives que claires. Les Albanais ne veulent pas devenir la résidence secondaire de Donald Trump et de Jared Kushner. Oui, c'est des mobilisations qui sont historiques pour le pays, qui ont commencé sur effectivement une contestation environnementale, parce qu'on a Jared Kushner, donc qui est le gendre de Donald Trump, qui s'est aussi fait connaître parce que c'est ce même homme qui a fait le plan Trump pour Gaza, pour transformer Gaza en Riviera du Moyen-Orient. Donc on voit que c'est un habitué de ce genre d'opération, et il nous raconte que sa femme Ivanka Trump est allée en croisière il y a 5 ans en yacht là-bas, qu'elle a trouvé ça très joli et que du coup elle voulait acquérir cette île et cette côte. Donc on voit que pour les ultra-riches, le monde leur appartient, et donc ces mobilisations leur rappellent et les ramènent à la réalité en disant mais ces terres appartiennent au peuple albanais, ces terres sont par ailleurs protégées puisque ce sont des zones environnementales extrêmement sensibles, et que non, c'est pas parce qu'on a de l'argent qu'on peut piétiner les législations environnementales et la volonté populaire. Le problème, c'est que le Premier ministre est corrompu là-bas, c'est Edi Rama du Parti Socialiste, et donc lui, il fait tout pour favoriser ces permis de construction pour ultra-riches. Ouais, donc l'État albanais laisse faire, et même, si j'en crois vos propos, complice de cette situation. Non seulement laisse faire, mais en plus modifie la loi pour faire en sorte que des zones protégées puissent être plus facilement données à des promoteurs, à des ultra-riches pour pouvoir construire, en dépit du fait que ce sont des zones protégées. Donc c'est la loi de 2024 donc c'est une loi qui est relative à la protection des zones protégées, qui a été modifiée en 2024 pour permettre ce type de projet. Et donc l'une des revendications des manifestants, c'est de retirer cette loi de 2024 qui est évidemment écocidaire et qui acte une forme de complicité entre le Premier ministre et les promoteurs immobiliers pour faire justement ces villas réservées aux ultra-riches. Ouais. Est-ce qu'on est sur une nouvelle forme de... pas de prédation, de nouvelles formes de colonialisme ou d'impérialisme, parce que là on parle quand même d'ultra-riches qui veulent acheter un bout de terre qui appartient à la base à un État souverain. Oui, on est clairement dans un phénomène d'accaparement des terres par les ultra-riches qui, encore une fois, pensent que le monde leur appartient, qu'ils peuvent privatiser la nature, qu'ils peuvent privatiser les littoraux, parce qu'évidemment, ce sont souvent sur ces zones-là que se concentrent leurs projets. Et donc, on voit que c'est une forme de vol des terres, notamment en Albanie. J'ai pu rencontrer des habitantes et des habitants qui venaient avec leurs papiers pour montrer qu'ils étaient bien propriétaires de leur maison. Et pourtant, avec ce projet, ils pourraient être expulsés de leurs terres pour pouvoir donner leurs terres à ces ultra-riches, à Jared Kushner. Et donc on voit en plus que c'est vraiment une forme de lutte des classes, où on a des personnes qui vivent ici depuis toujours, qui en plus nous disent qu'elles n'ont pas un accès régulier à l'eau, qu'il y a plein de problèmes sociaux qui se concentrent, et ça, l'État ne règle pas ces problèmes-là. Par contre, l'État fait tout et déroule le tapis rouge pour les ultra-riches qui voudraient s'installer ici. Alors, les quelques regards intéressés par la situation se sont essentiellement concentrés sur l'Albanie, mais dans le même temps, là, au même moment
qu'en Albanie, le sud de l'Italie, les Pouilles en particulier, et la Sardaigne sont aussi les proies de ce type de prédation, de ces projets. D'ailleurs, à Ostuni, dans les Pouilles, je le disais en introduction, Bill Gates serait derrière un projet, donc un autre milliardaire qui veut s'accaparer des terres. Est-ce que derrière tout ça, il y a un projet de plus en plus affiché, peut-être, de milliardaires qui veulent transformer le sud de l'Europe en Disneyland géant? Effectivement, c'est clairement l'image que ça donne et c'est la réalité. C'est qu'on a des ultra-riches qui veulent transformer l'Europe du Sud en colonie touristique. Or, il y a des habitants qui y habitent et qui, à chaque fois, fondent des collectifs, se mobilisent. Tous ces projets ne se font jamais sans résistance de la population et c'est ça qui est très important. Et que par ailleurs, ces populations ont conscience que c'est un phénomène plus large parce qu'ils s'organisent à travers les frontières. Ils sont en communication, ils ont créé une coordination entre les différents pays parce que ça touche, vous l'avez dit, à la fois les Pouilles, donc l'Italie, mais aussi l'Espagne, les îles en Grèce, le Monténégro, enfin l'Albanie, bien sûr. Donc il y a plein de pays qui sont touchés par ce phénomène et qui donc s'organisent. Et on voit qu'on a parmi les acteurs à la fois bien sûr les ultra-riches qui ont leurs projets, mais surtout les gouvernements qui à chaque fois sont complices, modifient les lois, ferment les yeux ou s'arrangent, donnent des dérogations pour que ces projets aient bien lieu. Donc on a des gouvernements qui agissent contre la volonté populaire, contre la protection de l'environnement pour favoriser ces ultra-riches. Donc c'est un scandale. On voit que c'est une question de lutte des classes. Et quand on dit que l'écologie sans lutte des classes, c'est du jardinage, ben ça s'applique là parce que on voit bien que les deux intérêts sont imbriqués entre la lutte écologiste et la souveraineté du peuple. Par exemple, en Albanie, les slogans, c'est à la fois l'Albanie n'est pas à vendre, mais aussi pour une nouvelle Albanie. Donc pour dire, on veut se débarrasser des gouvernements qui vendent nos terres pour enfin s'approprier notre propre pays, pouvoir y vivre dignement, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. En Albanie, quand on regarde, la jeunesse, elle fuit massivement parce qu'il n'y a aucune perspective à cause d'un système défaillant au niveau des écoles, des services publics, etc. Donc on voit que ça se conjugue en plus à des problèmes sociaux extrêmement forts et donc c'est d'autant plus choquant pour les populations concernées de se dire mais on s'occupe pas de nous et par contre on donne nos terres à des ultra-riches. C'est vrai que on a quand même envie de se poser la question parce que effectivement on parle de projets, là on parlait un petit peu sous l'angle colonialiste, impérialiste, les milliardaires, mais on parle aussi évidemment d'écologie parce que comme encore une fois je le dis en introduction, c'est la faune, c'est la flore, c'est les paysages, c'est tout ça à la fois. C'est aussi du bétonnage du coup, hein, donc voilà des sols qui vont être pourris par ces projets. On est en plus là, on est en train de vivre quand même on a vécu des épisodes caniculaires. On a l'impression là il y a la loi agricole qui est passée. On a l'impression que plus la situation empire, plus les gouvernements s'enfoncent dans une fuite en avant écocidaire. C'est ça qui est lunaire, parce que je suis allée sur place, justement, en face de l'île de Sazan, donc en Albanie, au niveau de la lagune de Narta. Et donc, on a le dernier gros delta qui est encore intact en Europe. Donc on dit, il nous reste quasiment que ça. Et même là, c'est pas épargné. Même là, on peut pas considérer que ça pourrait être de la nature sous cloche, ce qui est pas l'idéal. Mais on se dit, même les derniers bouts épargnés par le capitalisme sont pris d'assaut par les ultra-riches et par les gouvernements. Parce que là, on parle vraiment d'une réserve naturelle qui, de base, était totalement intacte et préservée. Et là, ils ont commencé les travaux du jour au lendemain avec une dizaine de bulldozers qui ont débarqué, qui ont commencé à toute vitesse à construire des ponts, des routes en moins d'un mois, sans aucune autorisation, donc en toute illégalité. Et le gouvernement a pris la défense de ces travaux en disant « Non, mais c'est pour réaliser une étude d'impact environnemental ». Qui, pour faire une étude d'impact environnemental, a besoin de tout défoncer sur son passage? Normalement, on envoie des scientifiques pour faire une étude d'impact et ça s'arrête là. Et donc on voit bien qu'en plus, ils se foutent de nous, qui font la politique du fait accompli, mais comme on le voit en France avec les travaux de la 69 qui ont commencé à être engagés avant même l'épuisement de tous les recours, enfin, on voit que c'est toujours la même méthode partout en Europe de... Malgré la loi, on défonce tout, et après on dit « Ah bah c'est bon, la route elle est construite, ah bah c'est bon, les dégâts sont faits, donc maintenant on peut continuer. » Et donc on voit effectivement que le plus gros problème pour l'environnement, aujourd'hui, ce sont les capitalistes, ce sont les ultra-riches qui sont évidemment aidés par les gouvernements, et que les gouvernements, au lieu de protéger la population du dérèglement climatique, eh bien, s'enfoncent dans une fuite en avant pour toujours servir les copains et abandonner le peuple au passage. Ouais. Mais là, comment... J'avais envie de poser la question au départ, comment lutter contre ces projets? Mais là, on est quand même dans un cas, pour ce qui est de l'Albanie, on est dans un cas spécifique, parce que c'est des capitalistes, c'est des milliardaires, mais c'est surtout un chef d'État. Et chef d'État de la première puissance économique mondiale. Comment on fait pour lutter contre ça et pour, engager le bras de fer diplomatique efficacement pour
pour faire reculer Donald Trump? Effectivement, c'est pas facile, mais c'est aussi pour ça que les Albanaises et les Albanais se tournent beaucoup vers l'Europe, parce que le Premier ministre albanais leur a vendu sa politique en disant « Je serai le Premier ministre qui fera adhérer l'Albanie à l'Union européenne ». Et il faut savoir que le peuple albanais est massivement en faveur de cette adhésion, mais ils ont bien conscience qu'aujourd'hui, le premier ennemi de cette adhésion, c'est Edi Rama lui-même, le Premier ministre, parce que les lois qu'il fait passer pour détruire l'environnement sont totalement contraires à l'acquis environnemental que doit respecter tout État qui veut rejoindre l'Union européenne. Et donc, en réalité, il se tourne vers l'Europe pour faire contrepoids et pour utiliser l'Europe en disant « Mais regardez, là, ce que vous faites, c'est contraire au droit européen, c'est contraire à notre volonté d'adhérer à l'Union européenne. » Donc, ça peut aussi être un outil. Et c'est aussi pour ça qu'on m'a interpellée en tant que députée au Parlement européen, parce qu'on a fait passer des amendements au Parlement européen pour demander justement un moratoire sur ces travaux, et ça a été adopté. Et donc, il y a aussi cet outil-là qui est d'utiliser les parlementaires européens pour soutenir le peuple albanais, sachant que ce qui est difficile dans la lutte, c'est aussi que les médias albanais ne couvrent pas correctement la mobilisation. Ce sont souvent les médias internationaux, parce que c'est très compliqué à l'intérieur du pays de se mobiliser, notamment parce que Edi Rama va qualifier les manifestants d'agents de l'étranger qui sont utilisés par l'Iran. Enfin, on voit des trucs totalement délirants. Il utilise n'importe quel argument pour les discréditer. Ouais. Et pour autant, le mouvement ne faiblit pas. On est à plus de 50 jours de mobilisation avec toutes les générations dans la rue. On sait qu'il y aura un fort retour de la mobilisation au mois de septembre, parce que l'été, il y a toujours un petit reflux, c'est normal. Mais ils sont extrêmement déterminés, et aussi parce que ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. C'est un ras-le-bol envers le gouvernement corrompu, c'est un ras-le-bol plus généralisé. Mais c'est intéressant de voir que le point de départ a été une question environnementale, parce qu'on peut se dire que parfois c'est dur de mobiliser sur l'environnement. Et là, on voit que non, c'était pour protéger les terres, pour protéger justement. Il y a une aire marine protégée, c'est un espace extrêmement précieux avec plus de 200 espèces d'oiseaux migratrices qui passent par là, avec le fameux flamant rose qui a donné le nom à la Révolution. Donc évidemment, c'est ça le point de départ, mais plus généralement ensuite, c'est aussi une question de dignité dans sa vie, et qui effectivement, on voit que le gouvernement ne sert pas le peuple, et donc le peuple veut dégager ce Premier ministre. C'est l'un des mots d'ordre, c'est sa démission. Et là, on parle de l'État albanais, mais que fait l'Union européenne, et notamment aussi pour les projets qui ont cours en Italie? Parce que vous parliez des parlementaires européens, mais derrière, il y a la Commission européenne, il y a Ursula von der Leyen, qui feignait de jouer le bras de fer économique, commercial avec Trump, puis finalement lui a donné des gages pour qu'il lève ses menaces de droits de douane. Qu'est-ce qu'on peut attendre de l'Union européenne pour au moins essayer d'influer sur cette situation? Il n'y a pas plus hypocrite que la Commission européenne, que l'Union européenne, parce que la Commission va mettre en avant les valeurs démocratiques, écologiques, etc. Et puis quand on regarde ce que fait concrètement la Commission, c'est à rebours de tout ce qu'elle affiche, notamment en matière environnementale. On a ce qu'on appelle des omnibus. Donc c'est un outil qui permet de détricoter plusieurs lois à la fois. Et on a plein d'omnibus sur l'environnement, et notamment pour accélérer tout ce qui est étude d'impact environnemental, pour réduire les délais de consultation du public. Et donc on voit qu'on essaye d'accélérer tous les travaux écocidaires partout en Europe pour se passer de la consultation des citoyennes et des citoyens, se passer des scientifiques, se passer de toutes les évaluations environnementales. Donc en réalité, l'Union européenne est plutôt main dans la main avec Edi Rama, parce que ce qui se passe en Albanie est totalement favorisé par la politique européenne. Et effectivement, on a un deux poids, deux mesures en permanence, que ce soit sur la lutte anti-impérialiste, l'Union européenne est évidemment arrimée à la politique états-unienne, et il n'y a pas plus impérialiste quand on voit Trump qui considère que Cuba est à lui, le Groenland est à lui, qui est complice du génocide en Palestine, en finançant Israël, etc. Et l'Union européenne n'a pas un mot à dire face à ça, elle se couche. Donc d'un côté, on met en avant des valeurs humanistes, mais en réalité, notre politique est tout aussi néocoloniale et écocidaire que les États-Unis, par exemple, ou que le gouvernement albanais. Donc c'est une lutte de l'intérieur aussi qu'on mène avec la France Insoumise, avec le groupe de gauche, pour faire entendre une autre voix. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, la politique européenne est une honte absolue sur tous les plans. C'est néocolonial, mais c'est aussi... Est-ce que vous pensez que c'est pas aussi un peu pro-business? Parce que finalement, tous ces complexes hôteliers, c'est du rendement, c'est du chiffre d'affaires, c'est des bénéfices pour des complexes hôteliers, pour sans doute des grandes chaînes en plus. Enfin bref, c'est aussi le business qui est derrière tout ça. C'est ça qui est fou. C'est alors que l'Europe prend feu, alors qu'on a des milliers de morts à travers l'Europe à cause de la canicule, on est dans ce business as usual. C'est la seule matrice que l'Union européenne est capable de comprendre, c'est faire de l'argent, toujours donner plus de permis de construire, faciliter toujours le travail des promoteurs.
Et on voit qu'on est incapable de se dire, en fait, maintenant, il faut mettre cette politique-là sur pause, il faut préserver ce qu'il nous reste, il faut restaurer ce qu'on a détruit et faire en sorte simplement que chacun puisse vivre dignement. Mais là, c'est pas ça du tout. C'est qu'on a une politique qui est au service d'une poignée d'ultra-riches qui s'accapare le monde entier avec la complicité à chaque fois des politiques. Ouais. Mais pourtant, ça fait quand même des décennies qu'on était un petit peu avertis, si j'ose dire, de justement cette spéculation immobilière, de ce qu'elle a de mortifère. Je vais mobiliser une vieille marotte pour moi, mais pendant des décennies, on avait les Nuits Bleues en Corse, par exemple, qui visaient essentiellement ces types de projets-là, que ce soit les projets d'hôtels ou les projets de villas. Ça aurait peut-être dû mettre la puce à l'oreille un peu partout, au moins sur le pourtour méditerranéen. Comment on fait maintenant pour lutter contre ça ? Est-ce que en l'absence d'action étatique, la violence politique risque de refaire surface dans ces endroits-là, où au bout d'un moment les gens en auront ras-le-bol et régleront les choses à leur manière, ou en tout cas on a l'impression que la solution ne peut venir que d'en bas, pas d'en haut. Bien sûr, et c'est comme dans toutes les mobilisations, quand on a un État qui fait la sourde oreille, qui n'entend pas la voix démocratique, alors il y a d'autres voies qui peuvent être explorées et à juste titre, parce qu'à un moment donné, quand on épuise tous les recours légaux, démocratiques, et que rien ne se passe, qu'au contraire, on voit que ceux qui ont une politique illégale, ce sont souvent les gouvernements. Encore une fois, en Albanie, les travaux qui ont commencé en Albanie, dans le sud, sont totalement illégaux et sont pourtant couverts par le Premier ministre. Donc les premiers à ne pas respecter la loi, il faut le rappeler, ce sont les gouvernements qui décident de détruire l'environnement en dépit des lois qui existent. Et donc, effectivement, il y a des mobilisations populaires qui se lancent. Soit elles sont massives, soit elles sont plus radicales. Et moi, je considère que détruire un appareil qui met en danger la vie des gens, qui met en danger l'environnement, c'est absolument légitime. Si les manifestants voulaient, par exemple, détruire tous les engins de construction, je trouverais ça légitime parce que les engins de construction n'ont rien à faire sur place puisqu'encore une fois, c'est illégal de démarrer les travaux. Donc, c'est normal qu'il y ait une riposte populaire et ce serait totalement hypocrite de la part des États de dire « Oh, c'est terrible, ils sont violents » ou je ne sais quoi, alors même que c'est leur propre comportement et leur propre politique qui engendre ces phénomènes à la fin. Donc, il faut alerter nos gouvernants en leur disant « Mais écoutez la voix du peuple parce que ça fait des décennies qu'on se mobilise, ça fait des décennies qu'on dénonce la même chose, qu'on est là au pied du mur de par le dérèglement climatique, de par la pauvreté qui explose, et on ne peut pas attendre de la population de se laisser faire en toute tranquillité. Enfin, c'est normal à un moment qu'il y ait des révoltes qui peuvent peut-être se transformer en révolution. On verra, on suivra de près la révolution des Flamants Roses qui, j'espère, va inspirer aussi le reste de l'Europe, parce que quand le peuple se soulève, c'est une très bonne nouvelle, il faut au contraire l'encourager. Et donc, moi, je suis allée en Albanie pour avoir aussi des petits tips sur comment se mobiliser pour amener ça en France, mais c'est important que tous les peuples justement se mettent ensemble, et c'est ça aussi qui est beau dans l'internationalisme antifasciste, c'est qu'on échange les outils, les luttes, parce qu'on voit qu'on a les mêmes problématiques dans toute l'Europe et dans le monde entier de manière générale, et donc c'est important aussi de faire vivre ça et de s'inspirer des autres peuples qui se lèvent, quoi. Ouais. Mais justement, la loi, elle est... Enfin, il y a la loi, mais la loi, elles peuvent être faites, elles peuvent être défaites. On en a vu, par exemple, avec la loi agricole. Au final, en tout cas, les gouvernants qu'on a actuels, on a l'impression que je disais tout à l'heure, c'est le business qui l'emporte. Ouais, et le business, enfin là, quand on voit la loi agricole, c'est littéralement un permis d'empoisonner qui a été donné à l'agro-business. Donc c'est totalement criminel comme politique. On parle d'enfants qui vont être de plus en plus atteints de cancer, c'est de ça dont on parle. Donc il y a de quoi se révolter, il y a de quoi être frontalement opposé au gouvernement par tous les biais possibles. Et enfin, c'est extrêmement choquant en fait de voir que des gens qui sont censés protéger la population délivrent un coup des permis de tuer, un coup des permis d'empoisonner, enfin que toutes les lois qui sont adoptées sont toujours contre le peuple, sont toujours pour l'écraser, le museler, faire en sorte qu'on soit de plus en plus pauvre, pendant que au contraire les ultra riches eux s'en mettent plein les poches. Enfin, on est quand même dans une société aujourd'hui à deux vitesses qui est absolument insupportable, et donc la révolte est la meilleure des réponses. Bon, en France, on a la chance d'avoir une élection en 2027 qui permettra aussi au peuple de s'exprimer dans les urnes et de les dégager tous, mais c'est vrai que c'est assez fou de voir ce que le gouvernement est capable de faire endurer à ces populations. Ouais. Bah, on va suivre ça un peu de plus près là, parce que je suppose que la rentrée sociale en Albanie va être mouvementée. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, la mobilisation va reprendre et va continuer de contester ce projet. Oui, là, les camarades là-bas sont plus motivés que jamais, d'autant plus que c'est assez rare qu'il y ait des fortes mobilisations comme ça. Ça faisait des années que c'était pas arrivé en Albanie, donc ils sont pas prêts de rentrer chez eux jusqu'à ce qu'ils obtiennent justice, à la fois l'arrêt des travaux, mais aussi la démission d'Edi Rama.
Ok. Merci beaucoup, Merci Emma beaucoup. Fourreau. Merci d'être venue sur ce plateau pour répondre à nos questions. Et quant à vous, vous l'aurez compris, cet entretien est terminé. Mais avant de vous laisser, je vous le rappelle, ce n'est jamais trop compte tenu des circonstances que le média est toujours dans l'attente d'une réponse de l'Arcom dans le cadre de sa candidature pour la TNT francilienne. D'ici là, notre objectif est toujours le même, c'est d'atteindre 5000 donateurs mensuels pour nous présenter avec la communauté la plus forte possible et les finances les plus solides possibles également. Si vous souhaitez défendre une information indépendante et nous aider à préparer les grandes échéances démocratiques à venir, notamment l'élection présidentielle, rendez-vous sur capsurdika.lemediatv.fr. Notre développement ne dépend que de vous. Merci encore pour votre attention et votre fidélité. Je vous dis à très vite sur les antennes du média.